Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. François Nzengue, bonjour. Bonjour Idriss Maï. Les titres du journal de cette heure. Plus de 370 nouveaux cas et 2 morts de plus à la Covid-19. C'est le triste bilan de la situation épidémiologique de cette pandémie au 5 mars 2021 au Gabon. De quoi s'alarmer le gouvernement qui vient de réactiver 18 centres de traitement ambulatoire et procéder au lancement des activités dédiées à la prise en charge des cas modérés au CHU, centre hospitalier universitaire de Libreville. L'annonce est du ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiangdong, lors de sa traditionnelle conférence de presse hier vendredi 5 mars. Journée internationale de la radio et de la télévision, c'est ce samedi 6 mars à travers la planète. Thème retenu cette année, tous les droits pour tous les enfants. Le directeur général du Conseil gabonais des chargeurs fait le tour du propriétaire. Pierre-Moïse Ba visite les différents bureaux portuaires et l'antenne de l'aéroport international Léon Ba. Plus de 7 descentes sur le terrain, faire l'état des lieux sur l'organisation et le fonctionnement de ces unités, bras séculiers du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique d'encadrement du trafic maritime, aérien et ferroviaire dans notre pays, nous dira Freddy Bouvila dans ce journal. Enfin, à l'actualité hors de nos frontières, nous irons la chercher en Côte d'Ivoire, Sénégal et le Congo, Brazzaville. Et la page des sports sera développée par Perlect Lekoba qui va nous parler de l'élection à la CAF, la Confédération africaine de football, du 12 mars prochain. 2 candidats se retirent de la course. Dans un instant, le développement des titres. La Covid-19 est toujours présente. Il est toujours très important et nécessaire de sortir avec son masque, de se laver régulièrement les mains avec du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique. En un mot, respecter les gestes barrières. Dans les lieux publics, le respect de la distanciation est toujours de rigueur. À bord d'un transport en commun, gardez toujours son masque au visage sans le baisser en dessous du menton. Pour ne pas propager le coronavirus, nous sommes tous appelés à nous adapter à nos nouvelles habitudes et à nos nouveaux comportements tous les jours, car le virus circule toujours. Sauvons des vies. Et nous voulons santé en ouverture de ce journal dans le cadre de lutte contre la Covid-19 au Gabon. L'actualité reste marquée par l'accélération des préparatifs liés à la vaccination contre la Covid-19 et l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes positives à ce virus. C'est en effet l'essentiel des informations rendues publiques hier après-midi par le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiangdong, et dans le même temps revenu sur la situation épidémiologique actuelle du Gabon. Nous l'écoutons au micro d'Aman Ryan Ziengi. Lors de la conférence de presse du 12 février organisée par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, il avait été promis la réactivation des centres de traitement ambulatoire et la mise en place d'un bâtiment dédié au niveau du CHU de Libreville pour pouvoir assurer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19. À cet effet, cette semaine, nous avons procédé à la réactivation de 18 centres de traitement ambulatoire. Ces centres sont des centres de santé qui sont dans les différents arrondissements et les infirmeries de services de santé militaire. Nous avons aussi procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau bâtiment qui est un bâtiment de l'ancienne traumatologie du CHUL et qui dorénavant sera dédié à la lutte contre la Covid-19 pour permettre à ce que le bloc 1 et le bloc 2 du CHUL puissent se consacrer à la prise en charge des autres maladies. Donc, c'est dire que le gouvernement continue à s'investir de manière quotidienne à trouver des solutions pour améliorer le dispositif sanitaire actuel. Tout ceci dans le but de protéger la population en offrant un accès aux soins de qualité à celles qui sont malades. Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré 371 nouvelles contaminations sur 8909 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,1%. 72 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 19 en réanimation pour détresse respiratoire. 2 nouveaux cas de décès ont été notifiés, ce qui porte à 90 le nombre de personnes décédées.
Le docteur Guy Patrick Obiandong, lors de sa conférence de presse hier, qui a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement à l'ordre du jour des réunions hebdomadaires du COPIL pour s'imprégner de l'évolution de la situation du Covid-19 dans notre pays. C'est d'ailleurs l'une des décisions majeures prises par le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Rapanda, à la suite de l'audience qu'elle a accordée hier vendredi aux membres du COPIL. Écoutons à nouveau le docteur Guy Patrick Obiandong au micro de Pierre-Désiré Mvélénam. Nous sommes dans une phase critique de la situation épidémiologique de la pandémie de la Covid-19. Nous traversons une seconde vague redoutable. Redoutable au regard du nombre exponentiel de contaminations, au regard du nombre de personnes hospitalisées, mais aussi au regard du nombre de décès. Donc, à partir de cet instant, le Premier ministre a décidé d'organiser des réunions de COPIL de manière hebdomadaire afin de s'imprégner de l'évolution de la situation. Au niveau sanitaire, nous lui avons dit que nous sommes toujours dans une phase haute de l'épidémie, que nous avons quand même une épidémie qui évolue un tout petit peu en dents de scie. Nous avons pu mettre en place 18 nouveaux CTA pour améliorer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19 et que le bâtiment annexe du CHUL, appelé ancienne traumatologie, est maintenant opérationnel pour pouvoir prendre en charge les personnes au niveau du CHU de Libreville. Nous avons également évoqué tous les préparatifs qui sont en cours par rapport à la campagne de vaccination sur la Covid-19. Nous avons évoqué l'état d'avancement des travaux du comité de pharmacovigilance qui a bien avancé et qui est en train de mettre en place tous les outils nécessaires pour que la vaccination puisse se faire de manière sécurisée et que tous les outils soient mis en place pour pouvoir enregistrer, mais également investiguer sur des éventuels effets secondaires qui pourraient apparaître en cas de vaccination. Donc nous restons sereins dans notre approche stratégique et nous continuons à intensifier la sensibilisation, à améliorer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19. À l'instant, le docteur Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé, au sortir de l'audience que Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Rapanda, a accordée au comité COPIL. Lutte contre la Covid-19 au Gabon, nous y sommes. Les médias publics, donc la radio et la télévision nationale, lancent ce samedi une opération de désinfection de leur siège, donc le complexe de l'audiovisuel public, la maison Georges Raouiri. De quoi sera-t-il exactement question? La réponse avec le directeur général de la télévision nationale, Ali Rajumba, au micro de Pierre-Désiré Mvélénam. Il y a 2 semaines de cela, nous avons initié ensemble, entre nos 2 médias, une opération de test. À l'issue de cette opération, nous nous sommes rendus compte que nous avons des collaborateurs qui ont été testés positifs. Et nous avons pris l'initiative pour que samedi matin, nous puissions mener une opération de désinfection de tout le bâtiment. Et cette opération se fera toute la journée du samedi pour assainir nos studios, nos salles et nos espaces communs. Et pour amener la sérénité dans la maison et rassurer nos partenaires, nous avons convenu qu'à partir de lundi, nous allons exiger l'accès à la maison Georges Raouiri par un test PCR négatif pour permettre aux agents qui n'ont pas pu faire des tests d'aller refaire des tests et pour que tout le monde soit rassuré que au moins du côté de la maison Georges Raouiri, nous n'avons pas des cas Covid. En revanche, les visiteurs, les invités dans nos différentes émissions ou bien tous ceux qui viendront à la maison Georges Raouiri, ceux-là, ils seront soumis à la prise de température et à la désinfection des mains. Donc nous allons mettre un dispositif à l'entrée du côté de la guérite de la gendarmerie pour permettre aux gens de se faire désinfecter les mains pour que chacun puisse avoir une température normale. Et c'est une opération menée conjointement Radio Gabon, Gabon Télévision. Alors, la radio ne va pas s'arrêter, la télévision non plus. L'opération commence à quelle heure et techniquement, comment ça va se passer? Non, nous allons continuer à produire, c'est-à-dire que les équipes retenues pour la désinfection du bâtiment vont travailler dans les différents espaces, que ce soit les bureaux, les studios. Généralement, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est un produit qui peut durer dans l'espace pendant 1 heure. Donc après 1 heure de temps, on pourra regagner nos bureaux, nos salles. On ne va pas arrêter la télé, on ne va pas arrêter la radio, nous allons continuer à émettre, mais c'est une question d'organisation en interne, en fonction des émissions que nous réalisons en direct, voilà. Et en raison de la désinfection de la maison Georges Raouiri, le complexe de l'audiovisuel public ce samedi,
les programmes de Radio Gabon vont connaître une légère perturbation tout au long de cette journée. Le couvre-feu, c'est l'une des mesures édictées par le gouvernement. Le couvre-feu est bel et bien respecté dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans la province du Moyen-Ogooué en général et celle de Lambaréné en particulier. Le constat est d'Estaki Bwangangimbi de Mwabilung depuis Lambaréné. Au carrefour très populaire d'Isaac, nous avons rencontré Salif, commerçant, qui s'exprime à ce sujet. On respecte des mesures de barrière, on respecte tout ce qu'on a dit et le problème des mesures. Tout simplement, nous les commerçants, si à 17h arrivé, à 17h30, on descend. Dans 30 minutes là, tu es arrivé chez toi. Arrivé chez toi aussi. Il ne faut pas dire que seulement tu es arrivé à la maison, tu es croisé le blanc. Non, tu dois respecter ce qu'on a dit, laver les mains et afin de procéder la famille, tu laves ta main et tout ça, tu procèdes la famille et puis tu expliques de la famille comment on va vivre dans la maison, comment on va faire sur la maison pour Dieu, il va nous aider sur les maladies là. Pour Chrysanthe Mapaga, menuisier à l'entrée du quartier Atié, le coronavirus est une maladie dangereuse, d'où le respect de l'heure du couvre-feu. Oui, à partir de 17h, je respecte les autorités, le couvre-feu, parce que vraiment la maladie là, ça tue beaucoup. Je ferme mon magasin, je rentre à la maison, je me baigne, je ouvre la télévision, je suis l'émission, tout ce qui se passe. Armstrong, taximan, et l'élève Ken Espoir interviennent dans le même sens. Au plus tard 17h, je suis déjà garé chez moi, je veille avec la famille jusqu'à un certain heure et puis on part dormir. Pendant les heures de couvre-feu, je reste à la maison, je profite à réviser mes leçons, je regarde un peu la télévision. S'il y a des choses à faire avant de dormir, je fais mes dernières choses. Après, ce que je trouve à faire, je pars au lit. Respecter l'heure du couvre-feu, porter un masque, protéger sa santé en appliquant les gestes barrières contre la Covid-19, tel qu'indiqué par l'État gabonais, c'est agir en bon citoyen. Lambaréné Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christian Soukara Ponda, a reçu en audience hier vendredi à la primature l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier. La consolidation des écoles publiques conventionnées était au centre des échanges. Le compte-rendu est de Pierre-Désiré Vélénam. En sollicitant cette audience auprès du Premier ministre Rose Christian Soukara Ponda, l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier, a voulu faire partager à la chef du gouvernement le projet de consolidation des 6 écoles publiques conventionnées, fruit de sa réflexion avec le ministre de l'Éducation nationale. Philippe Autier. Le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu nous associer à sa réflexion sur la consolidation de ce réseau des écoles publiques conventionnées. Et nous sommes maintenant, comme on dit en rugby, en train de transformer l'essai. C'est-à-dire que nous devrions être en mesure, dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois, en tout cas avant la fin de ce semestre, de signer un nouvel accord intergouvernemental franco-gabonais sur ce réseau des écoles publiques conventionnées et de mettre en place un financement puisque nous souhaitons contribuer à la réhabilitation immobilière de ces 6 écoles. Ces écoles installées à Libreville, Franceville et Port-Gentil ont un effectif de 2500 élèves composés de Français, de Gabonais et d'autres nationalités. Leurs familles, ça devait donc être pris en compte dans le projet. Ce réseau, je dirais, était évidemment sous l'autorité des autorités gabonaises, mais tout le monde considère qu'il est important que les parents d'élèves aient leur part, en quelque sorte, à la gestion au quotidien du réseau, et c'est prévu dans le cadre d'un comité paritaire entre le ministère de l'Éducation nationale, 4 représentants, et les parents d'élèves, 4 représentants. Donc, réforme de cette gouvernance pour que les autorités, l'État gabonais, le ministère de l'Éducation nationale ait tout son rôle, tout le rôle qui lui appartient dans la gestion de ce réseau, pour que les parents d'élèves conservent toute leur place et pour que la France retrouve le rôle consultatif qu'elle avait toujours exercé, qu'elle avait un peu perdu. Outre ce projet de consolidation des écoles publiques conventionnées, le Premier ministre et le diplomate français ont abordé, entre autres, les questions liées à la situation de la Covid-19 dans notre pays. Et le directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, en tout cas Pierre Moïse Mba, a effectué sa première visite du terrain hier vendredi. Objectif visé, s'enquérir de l'organisation et surtout du fonctionnement des différentes unités sous sa tutelle. Le point avec Freddy Bouvila de notre rédaction. 3 sites, notamment l'antenne de l'aéroport, les bureaux portuaires du port Mol et d'Antares, ont constitué la première étape de cette descente sur le terrain du directeur général du Conseil gabonais des chargeurs. Une visite qui lui a permis de toucher du doigt les réalités dans lesquelles exercent ses collaborateurs. Pierre Moïse Mba,
directeur général du CGC. C'est quand même un constat de désolation parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des agents qui ont une volonté d'améliorer leur rendu, mais qui se trouvent dans des conditions de travail pas totalement acceptables. En faisant cette tournée, c'est la continuité de ce qui a été déjà fait au niveau de notre direction générale, la continuité de ce que les plus hautes autorités nous ont accordé cette confiance, des objectifs que nous devons fixer soient réalistes. Nous partons sur des objectifs SMART, à savoir qu'aujourd'hui, ils devraient être mesurables. Et pour pouvoir les mesurer, nous mettrons nos agents dans des conditions idoines afin qu'ils puissent atteindre ces objectifs. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire, les orientations qui nous ont été données, le plan d'action qui est en train d'être mis en place, nous allons uniquement réajuster un certain nombre de choses. Et je pense que d'ici 3-4 mois, nous commencerons à récolter les fruits de ce que nous sommes en train de faire. Nommé récemment à la tête de cette entité, le directeur général entend insuffler une nouvelle dynamique tout en respectant les instructions des plus hautes autorités. Ma vision, c'est la vision des plus hautes autorités qui ont le pouvoir discrétionnaire et qui m'ont donné l'opportunité aujourd'hui de gérer le Conseil gabonais des chargeurs. Il y a eu des instructions qui ont été données, il y a une feuille de route qui a été donnée et nous allons l'appliquer pour faire en sorte que le Conseil gabonais des chargeurs puisse retrouver ses lettres de noblesse et que nous puissions aujourd'hui remplir les missions qui nous sont dévolues par le gouvernement. L'objectif de Pierre-Moïse Mba est de marquer et renforcer la présence du CGC auprès des centres de décision des principaux opérateurs de la chaîne de transport engagés dans les échanges commerciaux avec notre pays. Les célébrations ce 6 mars 2021 à travers le monde de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Objectif visé, donner l'occasion aux enfants de participer à la production des émissions qui a été prévu ici. Qu'est-ce qui a été prévu ici à la radio et à la télévision nationale? La réponse dans cet élément proposé par Passerelle Meza. Célébrer chaque 6 mars la journée internationale de la télévision et de la radio en faveur des enfants est connu par les responsables des programmes de Radio Gabon et Gabon Première. Nestor Ekomi, chef de service des programmes à Gabon Première, et Brigitte Ada, chef division programme et régie radio. En tant que l'un des responsables faisant partie de l'équipe du directoire de l'une, sinon de la principale chaîne de télévision nationale du pays, il est de bonne loi que je sois au courant de ce genre de journées qui sont justement consacrées à l'enfance, d'abord dans le monde et ensuite au Gabon. Mais bien sûr, cette journée est célébrée chaque 6 mars, donc nous la connaissons à la radio. Cette année, rien de particulier n'a été prévu pour célébrer cette journée à Radio Gabon, pour des raisons sanitaires. Vu la crise sanitaire en ce moment, rien n'a été prévu, mais quand même, nous avons des émissions pour des adolescents, nous avons des programmes qui peuvent amener à ce qu'on puisse parler des enfants concernant la journée. Mais nous ne sommes pas assis pour pouvoir faire un programme spécial. Dans les années antérieures, nous avions des émissions comme Rêve d'enfant où à chaque fois les enfants venaient tous les mercredis s'associer à nous pour pouvoir célébrer cette journée. Elle était vraiment très bien célébrée. À Gabon Première, pas d'organisation spécifique, mais un programme a été exhumé pour cet événement. Nous avons concocté un petit programme récréatif. Ce n'est pas un programme que nous avons fait exclusivement pour, mais c'est un programme que nous avons fait il y a de cela un peu très longtemps, mais que nous avons jugé très opportun de ramener au niveau de cette journée, uniquement pour faire asseoir les enfants avec des petites pièces de théâtre. C'est un programme très ludique, très éducatif, fait par les enfants et pour les enfants. Pour rappel, la Journée internationale de la télévision et de la radio en faveur des enfants a été instituée pour donner l'occasion aux enfants de parler de leurs espoirs, de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. En janvier dernier, le gouvernement gabonais a confié les travaux du marché de réhabilitation de voirie de Libreville et celle de Vando à une entreprise adjudicataire. L'entreprise travaille d'arrache-pied. Les travaux vont bon train, au grand bonheur des populations. Écoutons leur réaction au micro de L'Oréal Meza dans ce reportage. Ouf de soulagement pour les populations des quartiers Mindoubé 1 dans le 5e arrondissement de Libreville et Ingoumier dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo en raison de la réhabilitation de cette route. Sur place, l'entreprise commise à la tâche est à pied d'œuvre pour la livraison de ce chantier au grand bonheur des riverains. Ça ne peut que soulager la population. Vous savez que la route est le facteur de développement. S'il n'y a pas de route, les gens ne peuvent pas circuler. Encore moins les biens. Ce sont des œuvres qu'on peut acclamer avec un bon cœur.
elle est louable. Mais on aurait pu avoir ça depuis fort longtemps. Tout ce que Dieu fait est bon. On remercie les plus hautes autorités de la République. Cet axe, long de plus de 8 km, constituait un véritable casse-tête chinois pour les habitants qui pensent déjà à la fin de leur calvaire. Nous sommes soulagés, pourquoi? Parce que les travaux ne sont pas encore au terme. À l'époque, nous partageons dans la boue ici, du bas jusqu'au carrefour. Si bien qu'avec l'arrivée de ce goudron, c'est ce que venait à peine de dire la dame, qu'enfin nous sommes soulagés. C'est un grand quartier, il y a une épine qui a été enlevée, mais il manque aussi l'autre bretelle et celle qui ira au prochain CS qu'on conçu vers les cimetières. Là. La réhabilitation de cette route montre à quel point les plus hautes autorités sont soucieuses du bien-être des populations. L'usage des drogues en milieu scolaire, le phénomène prend de l'ampleur à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, et un phénomène qui mérite que les autorités publiques et administratives de la capitale économique s'épanchent effectivement. Le constat est de Ludwig Jembi, notre correspondante depuis Port-Gentil. Le phénomène de la consommation de drogue en milieu scolaire touche la quasi-totalité des établissements secondaires de la capitale économique. Depuis plusieurs années, les élèves se livrent à la consommation des stupéfiants, des produits psychotropes, à l'alcoolisme, ce qui les emmène parfois à poser des actes répréhensibles vis-à-vis des enseignants et de leurs condisciples. C'est le cas il y a quelques jours où un élève du lycée Bac Aviation s'est déshabillé et s'est mis à délirer en se jetant dans une flaque d'eau. Oui, il allait se droguer, il n'a pas supporté l'effet de la drogue. Donc pour lui, ça lui a travaillé comme une folie. Il a atterri au lycée, il a commencé à parler que non, votre lycée, c'est pas un lycée de dingue. Et après, il a dit qu'ici, on ne veut pas les cours de natation, il a commencé à se déshabiller et nager. D'abord, il y a une part de responsabilité de tout un chacun. Voilà, les parents, eux aussi, ils doivent éduquer leurs enfants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi les enseignants. Parce que quand les enfants sont à la maison, ils sont d'autres personnes. Quand ils vont à l'école, avec l'influence d'autres élèves, ils deviennent d'autres personnes. Face à cette situation, il serait souhaitable que chaque partie prenne ses responsabilités, à savoir l'État, les parents, les associations des parents d'élèves, les enseignants, pour assurer un meilleur avenir à cette jeunesse. Ludwig Jempi pour Radio Gabon, la référence. Et sur le plan politique, notons que les instances locales du Parti démocratique gabonais de la province de la Nyanga étaient réunies à leur siège de Chibanga. C'était pour une réunion dite de vérité au lendemain des élections sénatoriales. Le point avec Aniflore Ndembi depuis Chibanga. Quelques semaines après les échéances sénatoriales, cette réunion avait son importance au regard des résultats obtenus dans la province. Jean-François Koumba Mabika, secrétaire provincial du PDG pour la Nyanga. C'est une initiative à encourager pour une première fois. Je dis que c'est un coup de maître. Déjà même à regarder l'ordre du jour. C'est des points qui nous manquaient souvent, des échanges comme ça. Quand les autres sont bloqués ou bien l'expérience des uns des autres, ça va nous permettre de rectifier le tir. Parce que parfois la machine est bloquée quand on ne sait pas comment démarrer. Donc il serait souhaitable que ça se perpétue pour donner la possibilité aux autres collègues ou bien à nos subalternes comme les secrétaires fédéraux d'impulser une nouvelle façon de changer. Quand le secrétaire exécutif a donné le top, tout le monde suit. Pour les militants, cette réunion est historique. Joseph Dieudonné Mangala, membre du Conseil national et maire de la commune de Mouabi, dont le siège a été ravi par le parti les démocrates. La première action, pour le sentiment général, c'est que c'est historique. C'est historique comme ça s'est dit à la fin, qu'une telle rencontre soit organisée. La plus haute hiérarchie du parti provincial, ça c'est que nous retenons. Et ensuite, le thème qui a été proposé à tous les camarades qui sont arrivés est un thème salvateur, à savoir faire un bilan exhaustif de ce qui s'est passé dernièrement lors des élections sénatoriales, faire un bilan aussi du fonctionnement du parti au niveau provincial et ensuite le nerf de la guerre, donc faire un point sur l'activité financière au niveau de tous les camarades au niveau de la province. Serge Alain Ibinda, secrétaire départemental de la Doutila Mabanda pour sa part, le linge sale a été lavé en famille, ce qui a favorisé la victoire du candidat PDG Prosper Mabiala. Au cours de cette rencontre, des commentaires ont été faits sur la note d'orientation relative à l'observance des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19 et de nouvelles orientations pour un nouveau style de travail ont été données aux responsables des structures de base. Depuis la maison du parti à Chibanga pour Radio Gabon, la référence, Aniflore Ndembi. Le Parti des démocrates de Guizou Bandaba n'a mené aucune négociation avec le Parti démocratique gabonais pour l'obtention d'un poste au sein du bureau du Sénat, tel qu'affirmé il y a quelques heures sur nos antennes le président du Parti social-démocrate Pierre Claver Maranga Moussavou. Réponse du berger à la bergère. Nous vous proposons aujourd'hui la réaction de Jonathan Inyumba, vice-président des démocrates au micro de Ray Moussavou de Santa Fe.
Lorsque nous regardons le règlement intérieur du Sénat, donc qui fait foi de loi, le groupe parlementaire était composé de 5 sénateurs lorsqu'ils étaient 102. Maintenant que le Sénat a un effectif réduit de 67, donc les groupes aussi devaient être réduits. Quand nous prenons les 5%, il suffirait d'avoir 3 sénateurs, 35 pour avoir un groupe parlementaire. Les démocrates ayant 4 sénateurs, donc nous méritons, nous au Sénat, un groupe parlementaire. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de la mise en place de ce bureau, il n'y a pas eu de discussion préalable. Parce que habituellement, on appelle les responsables des partis politiques représentés dans la Chambre à la Chambre du Parlement. Le PSD ayant un petit sénateur, le seul qu'ils ont, ne mérite pas un poste au bureau du Sénat, tout simplement parce qu'on est considéré comme des non-inscrits. Donc, le sénateur PSD au Sénat était non-inscrit, le sénateur SDG était non-inscrit, n'appartenant pas au groupe parlementaire. Mais les démocrates, avec leurs 4 sénateurs, et vu la nouvelle configuration du Sénat, qui n'a plus les 102, nous méritons, nous les démocrates, un groupe parlementaire. C'est pour cette raison que nous devons nous figurer dans ce bureau du Sénat. Ce n'est pas que nous revendiquons forcément le poste de questeur. Non, on aurait pu nous donner n'importe quel poste. Nous ne venons pas revendiquer un poste comme lui qui revendique le poste, car chaque vice-président de la République. Ndouba Ndama a été 19 ans président de l'Assemblée nationale, il est parti de là de lui-même. Et c'est lui dire que lorsqu'il veut comparer pourquoi nous avions le questeur à l'Assemblée nationale et qu'on devait avoir celui du Sénat, c'est parce que tout simplement nous sommes le seul parti de l'opposition dans cette chambre du Parlement, donc le Sénat. Que M. Manganga le comprenne, il n'est pas en compétition avec Ndouba Ndama Guy, il est loin d'être en compétition avec Ndouba Ndama Guy. Nous ne plaignons pas du PSD, que le PSD ait profité des alliances qu'il fabrique matin, midi et soir et 17h avec le Parti démocratique, c'est son problème. À l'instant, Jonathan Inyumba, vice-président du parti Les Démocrates, en réponse avec les affirmations du président du parti social-démocrate Pierre Claver Mangaboussavo sur nos antennes, affirmant bel et bien que les démocrates auraient, semble-t-il, négocié avec le parti au pouvoir pour l'obtention d'un poste au sein du bureau du Sénat. L'actualité hors de nos frontières sans transition, d'abord au Congo-Brazzaville, ce pays d'Afrique centrale qui s'apprête à organiser l'élection présidentielle. C'est le 21 mars prochain. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, en tout cas candidat à sa propre succession, a lancé sa campagne électorale vendredi à Pointe-Noire. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont attendus aux urnes ce samedi 6 mars 2021. C'est dans le cadre des législatives qui mettent aux prises plus de 1200 candidats pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. Enfin, vendredi d'incertitude au Sénégal, le pays fait face à un climat politique plus que délétère et surtout d'incertitude depuis la garde à vue de l'opposant Ousmane Sanké. Bilan est mort. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, la suite de ce journal. Et nous voici au sport avec vous. Berlette Likoba, bonjour. Bonjour François. Élection à la CAF, à la Confédération africaine de football. 2 candidats se retirent de la course à une semaine du scrutin. Oui, c'était dans l'air depuis quelques jours, depuis l'accord de Rabat signé la semaine dernière, mais tout s'est précipité ce vendredi avec le double retrait de l'Ivoirien Jacques Anouma et du Sénégalais Augustin Senghor. Un même argument revient dans les discours des 2 désormais ex-prétendants au fauteuil de président de la CAF qui disent se retirer au nom de l'intérêt supérieur de l'unité du football africain, une référence à la série de réunions organisées les 27 et 28 février dernier au Maroc, rencontres au cours desquelles les autres candidats ont été invités à se ranger derrière le Sud-Africain Patrice Motsepe. Reste donc à savoir la position du Mauritanien Ahmed Yahya qui ne s'est pas encore prononcé, mais pour l'heure, c'est un boulevard presque triomphal qui se dégage pour le candidat milliardaire sud-africain qui a les faveurs de la FIFA, qui vient de réussir à faire passer sa proposition d'une candidature consensuelle avec déjà une répartition des postes. Pour tout vous dire, l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football prend toutes les allures de nomination, même si tout ceci est à valider le vendredi 12 mars prochain, jour de scrutin. Reste à savoir si le grand bénéficiaire de ces accords au sommet sera le football africain ou la FIFA. Et on reste avec la CAF, la Confédération africaine de football, qui vient de lancer un appel à la candidature. C'est pour l'organisation de sa Ligue des champions féminines 2021. C'est officiel depuis quelques jours. Il s'agit de l'appel à candidature pour accueillir la toute première édition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. Le tournoi
sera organisé pendant la période d'octobre, novembre ou décembre de chaque année, conformément à la décision du comité exécutif de la CAF. Pour cette édition 2021, 7 équipes se qualifieront pour le tournoi final à l'issue des éliminatoires organisés dans chaque union zonale, en plus du club champion du pays hôte qui est qualifié d'office. Les associations nationales sont priées de soumettre leur dossier de candidature présentant les stades. 2 stades sont exigés et les terrains d'entraînement, 4 sites d'entraînement au moins, mais aussi les plans d'hébergement pouvant accueillir les 8 équipes, ainsi que la garantie officielle du gouvernement. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 31 mars 2021. Coupe de la Confédération, on connaît désormais les récompenses des équipes éliminées au deuxième tour préliminaire additionnel. Bonne nouvelle pour Bangui Sport. Exactement, et c'est la Confédération africaine de football qui l'annonce à travers un communiqué adressé aux secrétaires généraux des associations membres. Habituellement, les équipes éliminées à ce stade de la compétition ne reçoivent aucun prix financier, mais pour cette année particulière, le comité exécutif a décidé d'accorder une allocation financière pour aider ces équipes en cette période de pandémie de Covid-19, histoire d'alléger leurs charges financières. Un soutien provenant des fonds FIFA Forwards de la CAF qui s'élève à 62 500 $ américains pour chaque équipe, soit un peu plus de 34 millions de francs CFA. Une somme que va donc, vous l'avez dit François, empocher l'équipe de Bouingidi qui s'est arrêtée à ce stade de la compétition, éliminée le 21 février dernier par les Burkinabés de Salitas FC. Je vous précise juste que les équipes qualifiées pour la phase des groupes recevront quant à elle la somme de 135 millions de francs CFA. Autant dire que le club gabonais vient de passer à côté d'une belle petite cagnotte quand même. Cannes de moins de 20 ans à Mauritanie, la Gambie arrache la médaille de bronze face à la Tunisie. Oui, l'histoire se répète pour la Gambie. Déjà 3e en 2017, les Scorpions ont décroché la médaille de bronze hier en disposant de la Tunisie au tir au but 4-2 après un score de 0-0 au bout du temps réglementaire et sans passer par les prolongations. La grande finale de cette 22e édition de la CAN des moins de 20 ans est prévue ce soir entre le Ghana et l'Ouganda. Coup d'envoi 21h au stade olympique de Nouakchott pour connaître le successeur du Mali, vainqueur de la dernière édition de cette compétition. Et nous nous séparons, c'est la fin de ce journal. Sans rappel des titres, nous nous séparons avec ce bioportrait d'Aristide Edgar Issembe, une 4e partie consacrée à l'ouverture du procès pour la juridiction d'exception qu'il présida dès le milieu du mois de février 1964. Régis Meunier, c'est la plume de Radio Gabon. Au milieu du mois de février 1964, s'ouvrit à Lambaréné le procès des conjurés du putsch militaire, qui emporta le régime du président Léon Gabriel Mbamiko, bien qu'il fût rétabli dans ses fonctions de président de la République par des forces de la communauté, mieux des forces militaires françaises, parties de leur base aérienne de Boire, en République centrafricaine et de Dakar au Sénégal, sur instruction expresse du général de Gaulle et son proche et influent conseiller Jacques Faucard. Et là, il faut remonter le temps pour rappeler que la plupart des pays francophones au sud du Sahara étaient pratiquement tous en ébullition au début des années 60. Et il fallait arrêter ce déferlement d'événements politiques, les uns aussi graves que les autres, qui les secouaient. Lambaréné, ville moyenne, située pratiquement au centre du Gabon, en ce début des années 60, abrita donc sous de juridiction d'exception que dirigea de maître Aristide Edgar Issembe, ancien haut fonctionnaire français, mais ces années-là, haut fonctionnaire gabonais, proche du premier président de la République, Léon Gabriel Mbamiko. Le décor, une fois planté, vit les conjurés, mieux les prévenus, se tenir devant la barre pour écouter attentivement la lecture de l'acte d'accusation faite par le président Aristide Issembe. Ils étaient fort nombreux, du cerveau de cette grave affaire politico-militaire qui est le plus secoué ou marqué le Gabon indépendant, Jean-Hilaire Obama, à ceux qui avaient fait cause commune avec lui pour renverser les institutions de la jeune République. Il y avait entre autres personnalités politiques gabonaises de l'époque, Paul Ngonjou, Jean-Marc Eko, le docteur Éloi Randy Chamblier, récemment décédé à Libreville, Philippe Ndongtoutoum, Eugène Marcel Amogo, Philippe Maury et Pierre Claver Eyégué. Daniel Méné, pour les militaires, Jacques Mombo, le sergent Moulopo et le sergent Amir Ganga. L'on apprendra dès l'entame de cette audience historique que l'idée de prendre le pouvoir par la force fut pour la première fois émise ou proposée par Pierre Claver Eyégué, neveu de Jean-Hilaire Obama Eyégué, qui s'était d'abord ouvert à lui pour recueillir son avis avant de s'adresser à l'armée.
Son oncle maternel aurait donc approuvé la faisabilité d'une telle opération avant d'en assumer la responsabilité. Étant entendu que son aura politique était probante, voire intacte, en République gabonaise, depuis l'époque où il siégeait comme député du Gabon au Palais Bourbon à Paris, jusqu'au jour où l'atmosphère politique s'était considérablement détériorée, viciée entre lui et le président de la République, Léon Gabriel Mbamiko. En plein Parlement et à cause du choix du type de régime qui devait régir la jeune République gabonaise, un régime parlementaire corrigé, les termes sont bien sûr de Jean-Yves Obama, ou un régime présidentiel pour lequel penchait et militait le président de la République, Léon Gabriel Mbamiko. Toutes sortes d'attelages politiques expérimentés entre les deux hautes personnalités ne put tenir, donc, jusqu'au jour où l'idée de prendre le pouvoir par la force arriva.